L'information reprend ses droits sur RTI 1. Bonsoir à tous, il est 23 h. On regarde le titre de ce journal. L'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire a échangé ce mercredi avec les associations de consommateurs. L'encadrement des activités de livraison urbaine et la protection des droits du consommateur sont des sujets qui ont été abordés par les différentes parties. Non, il n'y aura pas d'augmentation du coût du doctorat dans nos universités publiques. Il y a 48 heures, l'annonce de la hausse des frais avait suscité des mécontentements au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Dans cette édition, les explications de notre reporter Sephora Zegui. Et puis, aux États-Unis, le Congrès américain a voté il y a quelques heures la mise en accusation formelle de Donald Trump. Le président américain est accusé d'incitation aux violences du Capitole. C'est la deuxième fois que Donald Trump est mis en accusation par la Chambre des représentants. Merci de suivre RTI 1, mais avant de développer le contenu de ce journal au Mali, 3 casques bleus ivoiriens de la mission de l'ONU MINUSMA ont été tués ce mercredi dans une attaque terroriste contre leur convoi. À propos, je vous invite à écouter le communiqué de l'état-major général des armées. Ce jour, mercredi 13 janvier, aux environs de 12h30 GMT, un détachement de casques bleus ivoiriens engagé au sein de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, en mission de reconnaissance, a été l'objet d'une attaque de groupes armés terroristes à 95 km environ au sud de Tombouctou. Celle-ci a consisté en l'emploi d'engins explosifs improvisés, au contact duquel un des véhicules blindés a explosé et de tirs directs. L'ennemi a été repoussé. Pour l'heure, le bilan fait état de 3 casques bleus ivoiriens tués et de 4 autres blessés. Des renforts aériens constitués d'hélicoptères d'attaque et d'aéronefs médicalisés ont été immédiatement déployés sur le terrain en vue de procéder à un ratissage de la zone d'une part et évacuer les blessés vers les structures médicales d'autre part. Le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances aux familles des militaires tombés au champ d'honneur et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés. Fait à Abidjan, le 13 janvier 2021, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, a été informé cet après-midi de l'attaque perpétrée contre un détachement de casques bleus ivoiriens engagé au sein de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, en mission de reconnaissance au sud de Tombouctou. Cette attaque aura coûté la vie à 3 de nos vaillants soldats, le sergent-chef Bakayoko Adama, du 3e bataillon d'infanterie, le sergent Guigui Armand du 1er bataillon d'infanterie et le caporal Bamba Mustafa des forces spéciales. Le Premier ministre, ministre de la Défense, s'incline devant la mémoire de ces soldats tombés au champ d'honneur, présente au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, ses condoléances à leurs familles et à l'ensemble des armées. Il exprime sa compassion aux blessés et leur souhaite un prompt rétablissement tout en apportant sa compassion, sinon son soutien à leurs camarades encore présents sur le théâtre des opérations. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, réaffirme la détermination du gouvernement ivoirien à œuvrer dans le cadre de la MINUSMA à la restauration de la paix et de la stabilité au Mali, fait à Abidjan le 13 janvier 2021. Autre chose à présent, je vous le disais en titre, la Direction générale de l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, a reçu aujourd'hui même dans ses locaux plusieurs associations de consommateurs. Au centre des échanges, la décision du régulateur de limiter les bonus sur les communications à 100%, mais également des décisions sur l'encadrement des activités de livraison urbaine. Selon l'ARTCI, ces décisions prises ont pour vocation d'assainir la concurrence entre les opérateurs, assurer la protection du consommateur et favoriser le développement pérenne du marché de la téléphonie mobile. Le compte rendu de Jean-Luc Bangbo.
S'il n'y a pas de bonus, mon cher, il y a fait peut-être 500 par jour, ça c'est compliqué pour moi, c'est un budget. Ils n'ont qu'à bien nous expliquer leur histoire parce qu'on ne comprend plus rien. Nous n'avons pas tous les moyens de recharger en grande quantité. Donc on profite des bonus pour pouvoir appeler des proches, pouvoir prendre les nouvelles des proches. Non, je ne suis pas d'accord au fait. La décision de limiter les bonus de communication à 100% demeure plus que jamais au centre des préoccupations. Face à l'indignation pour les uns et à l'incompréhension pour les autres, la direction de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, a voulu apporter ses précisions. La mesure de la limitation des bonus à 100% découle du constat que les bonus à 200%, voire même 400%, trahissent une tarification abusive des services en dehors des promotions qui ne profitent pas réellement aux consommateurs. En plus de cette limitation, la RTCI impose désormais le maintien par les opérateurs des bonus acquis par le consommateur en dehors de leur durée de validité. Si tel est qu'on a la possibilité de faire de manière permanente des réductions à 203, 300, 400, 500%, pour nous, en tant que régulateurs, l'objectif poursuivi, c'est des tarifs abordables pour le consommateur. Donc, autant lui communiquer le vrai tarif, plutôt que de maintenir de manière artificielle des tarifs à un certain niveau et chaque jour de le maintenir à l'alerte par rapport à une éventuelle promotion à 200, 300, 400, 500%. Des bonus limités à 100%, mais également des livreurs urbains désormais appelés à se conformer à la loi. L'RTCI n'a mandaté personne pour confisquer les motos des livreurs urbains. On n'a pas dit ça. C'est fait un peu de petits métiers, mais c'est déjà qu'ils gagnent leur vie avec ça. Il faut les encourager, il faut les soutenir. Pour les associations de consommateurs qui ont pris part à cette séance d'explication, cet exercice aura grandement contribué à éclairer les lanternes. Nous partons rassurés sur le fait que les bonus n'ont pas été totalement suspendus, seulement ces bonus ont été encadrés dans l'intérêt des consommateurs. Cette mesure aurait dû venir beaucoup plus tôt que maintenant parce qu'on nous annonçait des bonus élevés. Ça devait faire tic dans la tête des consommateurs pour dire mais pourquoi on nous offre tant de bonus? Ça devait nous interpeller sur le prix même qui était pratiqué. Tout en assurant exercer à travers cette décision sa mission de régulation du secteur, la RTCI continue les négociations avec les différents acteurs du secteur. Ainsi, une ultime rencontre de concertation est-elle prévue ces prochains jours avec ceux de la livraison urbaine. Et cet effectif, il n'y aura pas d'augmentation du coût du doctorat dans le système universitaire ivoirien. Depuis lundi, la question de nouveaux frais d'inscription fixés à 590 000 contre 90 000 francs CFA les années antérieures divise les enseignants et les étudiants. Pour mieux comprendre la situation qui a prévalu ces dernières 48 heures à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, je vous propose de suivre ce reportage de Sephora Zegui. Fabrice est étudiant en droit à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ce matin, c'est à la bibliothèque que nous le rencontrons et il a du mal à se concentrer. Il vient d'apprendre que les frais d'inscription pour le doctorat qui étaient fixés à 90 000 francs seront multipliés par 6,6, soit 590 000 francs dès la rentrée prochaine. De quoi inquiéter cet étudiant. Que les autorités comprennent la situation et qu'ils reviennent sur les décisions et qu'ensemble, on puisse retrouver tout moyen pour résoudre cette question. Les étudiants sous le choc, nous nous rendons au siège de la FESI, leur principal syndicat. Nous y trouvons d'ailleurs le Bureau national en séance de travail sur la question. Le projet de création des écoles doctorales fait partie des normes du système LMD. Quand on parle de système LMD, on parle de licence, master, doctorat. Alors la FESI félicite l'administration qui vient de faire une avancée très importante dans la recherche de la crédibilisation de nos institutions. À nos grandes surprises, on nous informe que désormais, comme c'est l'école doctorale, ça sera 590 000. Pour trouver des solutions aux préoccupations des étudiants, nous joignons par téléphone l'un des vice-présidents de l'université qui confirme leur inquiétude. Dans la foulée, nous sommes orientés vers l'instance supérieure, direction le ministère de l'Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique. Adama Diawara, le ministre, joue la carte de l'apaisement. Il entend rencontrer les différents acteurs de son département. Il y a eu une décision du gouvernement qui fixe les frais d'inscription dans les universités publiques. Pour les licences, c'est-à-dire licence 1, licence 2, licence 3, les frais d'inscription sont de 30 000 francs CFA. Pour les masters, à savoir les masters 1 et master 2, les frais d'inscription sont de 60 000 francs CFA. Et pour le doctorat, c'est-à-dire ce qu'on appelle le D1, le D2 et le D3, et ces frais d'inscription sont de 90 000 francs CFA. Jusqu'à ce qu'une nouvelle décision du gouvernement modifie la donne, pour le moment, il est clair que les montants que je viens de vous donner sont ceux que les étudiants doivent payer. Pour rappel, depuis le 11 janvier 2021, la toile est alimentée par des informations relatives à une augmentation des frais de scolarité du doctorat, ce qui a suscité des interrogations au niveau des étudiants. Mais le gouvernement dit être à pied d'œuvre pour trouver des solutions durables aux problèmes de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est un projet qui s'inscrit dans la lutte contre la forte urbanisation non maîtrisée qui frappe le Grand Abidjan, dont le ministère de la Ville vient de prendre la gouvernance. Dénommé Akwaba City, il va consister à la création d'une nouvelle ville avec des commodités respectant les normes des villes durables. Le projet qui verra le jour dans la commune d'Anyama a fait l'objet de signature d'un mémorandum d'accord entre le ministère de la Ville et une entreprise privée. Les explications de Mamadou Kouassi. Par la signature de ce mémorandum, suivi d'échanges de parapheurs, le gouvernement, à travers le ministère de la Ville, s'approprie désormais la réalisation du projet Akwaba City. Un projet futuriste pour le Grand Abidjan, à l'image de Diamanadio à Dakar, au Sénégal. Il s'agit de la ville nouvelle qui s'inscrit dans la politique nationale de la ville en Côte d'Ivoire. Un projet qui vient répondre aux normes des villes durables. Et pour le promoteur, cet engagement du gouvernement vient booster le processus en cours. Puisque les travaux, les engins sont sur le terrain, les travaux ont démarré depuis bientôt 1 an. Le tracé et l'ouverture des voies des bitumes a déjà démarré. Il reste les travaux d'assainissement, les travaux de canalisation, d'électrification et d'amener d'eau. Ce sera une ville qui va accueillir certes une population d'environ 3 millions d'Ivoiriens. C'est une ville qui va se conformer aux commodités habituelles qui sont attendues dans les villes résilientes, dans les villes durables, dans les villes écologiques. Il s'agit pour le ministère de la Ville d'assurer un encadrement institutionnel du groupe Sophia en charge de la mise en œuvre de ce projet. Le ministre François-Albert Amicha soutient que la réalisation de ce projet vient répondre également à l'urbanisation non maîtrisée du Grand Abidjan. Face aux fragilités de nos cités urbaines, agir solidairement et inventer un avenir résilient dans lequel les citoyens pourront vivre dans un environnement sûr reste un défi majeur à relever. Et c'est pour cette raison fondamentale que nous avons décidé d'accompagner le projet de création d'une ville nouvelle en assurant son portage interministériel et surtout sa gouvernance. Le ministère de la Ville compte s'appuyer sur d'autres ministères, notamment celui de la construction, de l'urbanisme et du logement, avec le ministère de l'entretien routier et de l'équipement, ainsi que celui en charge de l'environnement. Le projet Akwaba City sera réalisé dans la commune d'Anyama sur une superficie de 14 000 hectares, avec des commodités nouvelles et des infrastructures écologiques et durables. Remise de certificats à 172 jeunes apprentis au CERAP, le Centre de recherche et d'action pour la paix. Issus des familles démunies, en majorité des communes d'Abobo et de Cocody, ces jeunes vulnérables âgés de 16 à 28 ans ont pu apprendre des métiers de leur choix. Des métiers tels que la couture, la mécanique automobile, l'électronique et j'en passe. Une remise suivie par Walter Amadou Ouattara. Mimique de réparation automobile, présentation de travaux en pâtisserie, défilé de mode et de coiffure, des moments clés de cette cérémonie annuelle de remise de certificats aux apprentis. Des jeunes, hommes et filles, vulnérables et déscolarisés âgés de 16 à 28 ans, issus des communes de Yopougon, Abobo et Cocody. Après en moyenne 3 années de formation, ils reçoivent des équipements pour exercer le métier de leur choix grâce à l'ASMU, Action sociale en milieu urbain et ses partenaires, dont la République fédérale d'Allemagne. J'invite tous mes camarades à faire bon usage de tous ces équipements et de cette formation que nous avons reçue de la part de l'ASMU.
Les personnalités invitées exhortent les jeunes débutants dans le monde professionnel à s'investir sérieusement dans leurs différentes activités afin d'être autonomes. Tout en saluant le courage et la détermination dont vous avez fait preuve tout au long de votre formation, sachez, chers frères et sœurs, que c'est la persévérance, c'est la discipline et c'est l'amour du travail bien fait qui garantissent votre succès. Chacun de nous avec ses activités. Chacun de vous doit se sentir responsable et s'engager à construire un pays toujours plus beau, plus juste, plus pacifique, plus évolué. L'Institut social ASMU du Centre de recherche et d'action pour la paix CERAP forme et accompagne de manière individuelle près de 400 jeunes chaque année. Et la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant note des avancées en matière de droits des femmes à titre d'exemple. Des lois sur la minorité et celles relatives à la succession ont été adoptées en 2020. De nombreuses initiatives en faveur de la femme à mettre à l'actif de la volonté du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara en fait le point avec Serge Koléa. Le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, constitue une des satisfactions de la ministre Ramata Libakayoko. En quelques années, l'initiative de la première dame Dominique Ouattara, soutenue par l'État de Côte d'Ivoire, a permis de sortir environ 250 000 femmes de la pauvreté. De 2021 à 2025, le FAFSI va être augmenté de 10 milliards de francs CFA à raison de 2 milliards par an grâce à la volonté du chef de l'État. Vous avez des femmes qui sont parties de pas grand-chose, je dirais de rien, mais grâce au FAFSI, sont devenues des femmes entrepreneurs qui contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Au plan social, de nombreux acquis en faveur de la promotion de la femme sont à souligner. Entre autres, la loi de la succession qui permet à la femme d'hériter au même titre que l'enfant. Il y a aussi la loi sur la minorité. Elle protège la jeune fille de moins de 18 ans du mariage précoce. Au niveau social, au niveau économique et au niveau politique. Le président a à cœur de donner à la femme sa place. Au plan politique, il y a un décret d'application qui vient d'être signé pour qu'il y ait 30% de femmes sur les listes de candidature des partis politiques ou groupements politiques. Au niveau même de l'administration publique et privée, il y aura une loi qui va être prise pour la parité. Je pense qu'il y aura aussi une ouverture pour les femmes dans le gouvernement. Il y aura sûrement plus de femmes dans le gouvernement. La ministre annonce également le lancement du programme gouvernemental Usine de Côte d'Ivoire. Objectif, créer des unités de transformation semi-industrielle des produits agricoles. Les associations féminines pourront transformer leurs produits et leur donner une plus-value. C'est-à-dire aller à l'ensachement pour faciliter la commercialisation de leurs produits. Donc, vous voyez que le FAFSI intervient encore pour renforcer les capacités de ces femmes au niveau du programme Usine des femmes de Côte d'Ivoire, qui est un programme gouvernemental. En 2021, les perspectives se présentent bien pour les femmes de Côte d'Ivoire. Le ministère se félicite du soutien du chef de l'État dans toutes les actions de promotion et d'autonomisation de la femme. Tout de suite, le point de la situation de la Covid-19 au 13 janvier 2021. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mercredi 13 janvier 2021 183 nouveaux cas de Covid-19 sur 2939 échantillons prélevés, soit 6,2% de cas positifs, 116 guéris et 0 décès. À la date du 13 janvier 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 24 369 cas confirmés, dont 22 856 personnes guéries, 140 décès et 1373 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 286 698. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que l'épidémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au respect des mesures barrières, notamment le port du masque dans les espaces accueillants du public et les transports en commun pour stopper la transmission du virus.
Et justement, la résurgence de la maladie est bel et bien effective en Côte d'Ivoire et les autorités sanitaires accentuent la sensibilisation. Ce mercredi, au cours d'une émission sur nos antennes, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a encore une fois appelé à la vigilance. Je vous propose de regarder un extrait de son entretien. C'était avec Hamza Diaby. Je dis, ce sont les événements fictifs. Les événements fictifs de fin d'année qui nous ont entraînés dans cette situation. Du 29 décembre au 10 janvier, nous avons multiplié par 5 le nombre de cas positifs. Voyez-vous. Mais maintenant, je crois que les grandes fêtes sont passées. Et donc, ça va redescendre. Nous pensons. Ça va redescendre. Et je vous dis qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes à 6,5%. Donc, nous sommes dans une pente descendante. La date qui a été véritablement annoncée, c'est avril 2021. Dans la mesure où nous avons la possibilité d'avoir des vaccins maintenant, pourquoi attendre le mois d'avril? Donc la date de démarrage à présent, c'est le 15 février 2021. Il y a lieu que les uns et les autres respectent les mesures de protection. Autre chose, à présent, la Sotra va reprendre du service dans toute la commune de Yopougon. Au sortir d'une rencontre, les autorités municipales et les associations de jeunesse se sont mis d'accord pour la protection de ces autobus publics. Pour rappel, des bus avaient été pris à partie par des manifestants en colère pendant la période électorale. En réaction, la Société des transports abidjanais avait décidé de limiter sa couverture de certaines zones, notamment de la commune de Yopougon. Les explications de Lansine Bakayoko. La suspension du trafic au niveau de la Société des transports abidjanais est un lointain souvenir pour les populations de Yopougon. La compagnie, les autorités municipales, les couches socioprofessionnelles et les associations se sont parlé pour mettre fin à la souffrance des usagers. Par rapport aux troubles qu'il y a eu dans le pays dernièrement, la Sotra a perdu près de 62 bus. C'est plus de 2 milliards de pertes. Et Yopougon, qui était l'épicentre de ces manifestations, a vu son périmètre d'exploitation rétréci. Face à la souffrance des populations, on a engagé cette action de reprise de nos activités, mais surtout avec l'accord des populations qui doivent être avec nous pour la préservation du matériel. Comme dans les autres communes précédemment isolées pour les mêmes raisons, le transporteur public a suggéré l'implication des leaders d'associations pour la sensibilisation à la préservation des autobus. Le bus est un outil qui, je dirais, est le plus démocratique possible. Quand un bus garde, tout le monde monte sans distinction de race, de parti politique, de religion. C'est un outil de développement qui est mis à la disposition des populations par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous imaginez transporter quelqu'un de Yopougon jusqu'au plateau à 200 francs? Ce n'est pas possible. Économiquement, ça ne se justifie pas. Mais l'État le fait pour soulager les populations. Les populations, à leur tour, ont vivement promis de s'impliquer pour que de tels actes ne se reproduisent plus dans leur commune. Le bus est un bien commun et c'est notre moyen de déplacement le plus sûr. Alors je demande à mes camarades élèves et étudiants véritablement à sensibiliser afin que le bus soit protégé au sein de notre commune qui est Yopougon. La Société des transports abidjanais, satisfaite de cette rencontre, a promis examiner les requêtes des Yopougonais. La compagnie en a profité pour dévoiler au grand public la création de lignes supplémentaires à Yopougon. On ouvre à présent une lucarne sur la cohésion sociale. Le coordonnateur régional RHDP du Lodjibois était en tournée dans le département de Divo. Une rencontre avec les jeunes et les femmes pour les inviter à poursuivre les campagnes de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale. Amédée Kouakou a appelé au maintien d'un climat de paix pendant les élections législatives à venir. Le reportage de Mamadou Kouassi. Après une période électorale apaisée en 2020, grâce à leurs efforts, les femmes et les jeunes du département de Divo retournent encore sur le terrain pour des élections législatives sans violence. C'est le message que ces femmes de toute obédience politique, religieuse et ethnique sont venues transmettre au ministre Amédée Kofi Kouakou, maire de la commune de Divo. C'est notre devoir même de le faire parce que quand il y a la paix dans un pays, c'est les femmes qui gagnent. Mais quand il y a la guerre, c'est nous qui perdons. Donc nous allons continuer toujours à sensibiliser. Satisfait de cette démarche,
Le maire de Divo, par ailleurs coordonnateur régional du RHDP du Lodjibois, a demandé à chacune de ses délégations reçues de poursuivre les actions de paix, de cohésion et de développement. Mais Amédée Kofi Kwaku a tenu à faire une précision aux jeunes et aux femmes. Je vous ai dit que ceux qui vous appellent à faire le désordre là, eux-mêmes leurs enfants ne sont pas ici. Leurs enfants sont en Europe, ils sont ailleurs. Aujourd'hui, vous voyez, on a dit on ne va pas aux élections, l'opposition. On n'a qu'à faire boycott actif. Parce que la CEI, là, on n'est pas d'accord. La CEI, on ne veut pas. On ne veut pas le Conseil constitutionnel. On ne veut pas de Cubières. Mais là, on va aller à l'élection des députés. Ils sont candidats. Cubières est toujours là. Donc ceux qui sont morts là, ils sont morts pourquoi? On pouvait faire l'économie de ça. On pouvait faire l'économie de tout ce qui a brûlé à Divo. On pouvait faire l'économie de tous ces jeunes qui sont décédés. Il invite par ailleurs la population à accorder la majorité des députés au RHDP. Les élections qui arrivent doivent être des élections apaisées. L'opposition a accepté d'aller aux élections. Ça veut dire que c'est une compétition qui arrive et cette compétition doit être saine. Alors, vous savez que le président Alassane Ouattara a été élu. Nous demandons donc de lui donner une majorité à l'Assemblée nationale pour lui permettre donc de pouvoir gouverner tranquillement. Ces rencontres avec les différentes couches de la société du département de Divo vont se poursuivre, soutient Amédée Kofi Kwaku, pour convaincre davantage les populations à des élections législatives apaisées. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a récemment apporté de la joie à plusieurs familles à Dembokro. Il leur a fait don de vivre et non vivre pour leur permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année, mais surtout de tenir, après les fêtes, un récit de Cheikh Aboubakar Koné. Plus de 200 familles vulnérables, des malades du centre hospitalier régional, des nouveau-nés ainsi que des pensionnaires du centre de protection de la petite enfance ont tous été bénéficiaires de l'action sociale de haute portée menée par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, à Dembokro. Une action saluée à sa juste valeur par les populations. Celui qui offre un orphelin, c'est à Dieu qui l'a donné. Donc ce matin, c'est à Dieu que vous avez donné. Que Dieu vous bénisse aussi. Vraiment, je suis très heureuse, puisqu'on ne s'attendait pas à ça. Et vraiment, je dis un grand merci au ministre. Ces vivres et non-vivres composés notamment de sacs de riz, d'oignons, de pommes de terre, de cartons d'huile, de cartons de pâte alimentaire, de savon, d'eau de javel et de kits de maternité ont été remis par le vice-président de l'Assemblée nationale, Yao Sérafé, représentant le donateur. Il a fait savoir qu'il s'agit pour le ministre Adama Coulibaly, à travers cet acte, d'apporter une réponse aux difficultés de nombreuses familles défavorisées. Chaque année, pendant les fêtes de fin d'année, le ministre apporte son soutien aux familles défavorisées, aux familles vulnérables. Et donc, cette année encore, il a voulu vraiment exprimer cet élan de solidarité. Et c'est pourquoi il nous a chargé de remettre ces vivres et non-vivres. Réceptionnant ces dons au nom des populations de Dembokro, le délégué régional de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, Nana Nguessan Béhenguin, a remercié le ministre Adama Coulibaly, cadre et fils de la région d'Unzi. Il n'a pas manqué d'exprimer sa joie suite à cet élan de cœur du donateur qui, selon ses dires, est apprécié par toute la population de la région d'Unzi. À Abidjan et plus précisément dans le village de Yopougon, Atié, des fidèles chrétiens de l'église USO prient pour la paix, des prières de remerciement adressées à Dieu pour les avoir gardés et protégés au cours de l'année écoulée et pour lui confier également la nouvelle année. Les orateurs ont également prié pour la consolidation de la paix sociale, mais aussi pour la réussite et une concrétisation heureuse du dialogue politique. Franck Quadio. Des chants et des prières. Rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits durant l'année écoulée. 2021 s'ouvre sous des auspices heureuses. C'est l'essentiel des invocations faites par les fidèles chrétiens de l'église USO Côte d'Ivoire de Yopougon-Atié au cours de ce culte spécial des cultes d'action de grâce. Au nombre des fidèles, le vice-gouverneur du district d'Abidjan, Sergent Honoré, qui de façon personnelle a exprimé sa reconnaissance au Seigneur pour l'assistance et le soutien durant les épreuves traversées en 2020. Avec lui, plusieurs fidèles ont remercié le Créateur dans ce sens sous l'impulsion d'hommes de Dieu venus d'Abidjan et de l'intérieur du pays. La Bible nous recommande, quand on a été béni par Dieu,
en retour de lui être reconnaissant. Et aujourd'hui, je suis venu avec tous mes frères chrétiens dire merci à ce grand Dieu. Un message auquel s'adjoint celui d'intégrer dans notre quotidien la vulgarisation du message de paix tel que voulu par le président de la République. L'orateur du jour, le révérend Simeon Gueux, président national des églises USO de Côte d'Ivoire, abonde dans le sens du respect, des vertus du Christ, l'humilité, la repentance et la reconnaissance. C'est le témoin de tous les chrétiens, toute la communauté, pour dire merci à Dieu. Dieu qui tient la vie de chacun de nous entre ses mains. Nous voulons lui dire merci pour la paix en Côte d'Ivoire. Ma prière, c'est que ce dialogue politique puisse aboutir à la paix. Ces prières ont aussi porté sur l'instauration d'une paix véritable dans le pays à l'issue du dialogue politique. Pour parfaire le tableau, comme tout culte d'action de grâce, des dons de reconnaissance de toutes sortes ont été faits. Un moment marquant de cette cérémonie. Et dans l'actualité internationale, les Nations Unies ont fermement condamné les attaques perpétrées ce mercredi par des éléments des forces de défense et de sécurité centrafricaines et la mission de paix onusienne dans la périphérie de la capitale de la République centrafricaine à Bangui. Des attaques repoussées au cours desquelles un casque bleu rwandais a été tué et un autre blessé. Les éléments des groupes armés ont subi des pertes en vie humaine. Certains ont été arrêtés et des armes saisies, selon la mission de paix onusienne. Et puis, dans l'actualité hors du continent africain, une majorité d'élus de la Chambre des représentants a voté ce mercredi 13 janvier, la mise en accusation formelle de Donald Trump pour avoir incité aux violences du Capitole, ouvrant la voie à un deuxième procès historique du président des États-Unis. Avec ce vote, Donald Trump entre dans l'histoire. Il devient le premier président des États-Unis à être mis en accusation une deuxième fois par le Congrès. Le vote s'est déroulé dans un contexte particulièrement tendu. Suite aux émeutes du mercredi dernier, le Capitole est quasiment en état de siège. Et c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information revient demain matin à 6h30 avec Régis Kofi. Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir.